Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui sur Os Comics, je voulais vous parler de la saga Geoff Jones présente Superman, publiée par nos petits amis d'Urban Comics dans la collection DC Signature. C'est disponible en 6 tomes. C'est sorti entre 2013 et 2015. Il s'agit là d'un regroupement de plusieurs épisodes, de plusieurs séries, bien évidemment toutes centrées sur le personnage de Superman et toutes scénarisées par Geoff Jones et pas que, voilà, c'est comme le pare-salut, c'est marqué dessus. Et ça date de 2007 jusqu'à 2010, si je ne m'abuse. Une multitude, une pléiade de dessinateurs qui vont succéder sur le projet. Il y a du Arthur Adams, il y a du Joe Kubert, du Adam Kubert, son fils. Je crois qu'il y a du Andy Kubert aussi, si je dis pas de conneries. On a bien évidemment du Gary Frank, boum, du George Perez, du John Byrne. Même si pour le coup, John Byrne c'est un peu spécial puisque ça n'a pas forcément grand chose à voir avec le run en lui-même. Mais voilà, on va en parler dans cette vidéo prévue à cet effet. Alors, pour commencer, moi, je vous conseillerais de débuter la saga par la lecture du tome 6. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme son nom l'indique, Origine secrète, il s'agit bel et bien de l'origine story du Superman de Geoff Jones. Puisque Geoff Jones a décidé de s'amuser un petit peu à réécrire l'origine story de Superman. 10 ans après Birthright de Mark Waid. Donc on est en 2010, juste avant Flashpoint et les New 52, lorsqu'il se penche sur cette histoire. Gary Frank au dessin, avec comme inspiration première le Superman de 1978, incarné par Christopher Reeve dans un film de Richard Donner. Voilà, vous pouvez le voir, grâce à son costume bleu turquoise, relativement moulant, simple, sobre, et le slip, qui en réalité est plus un boxer ou un caleçon qu'un slip. C'est à ça qu'on reconnaît tout de suite qu'il s'agit du Superman de 78. Et puis également au niveau des traits, au niveau du visage, je vais vous montrer une case qui parle d'elle-même. Regardez ici. Voilà, Christopher Reeve tout craché. Au niveau de l'expression faciale, du regard, de la mâchoire, voilà, on remarque le talent de Gary Frank à retranscrire de manière presque parfaite les traits de ce grand acteur. Parti trop tôt. Voilà. Alors c'est une origin story somme toute classique, mais incroyablement efficace, qui ne réinvente rien du mythe de Superman. Geoff Jones s'est amusé à piocher dans tout ce qui avait été fait avant lui concernant les origines du personnage. Il a pris un petit peu du Birthright de Mark Waid. En l'occurrence, vous voyez sur la couverture, on a un jeune Clark qui semble être ami avec le jeune Lex Luthor. En réalité, il n'en est rien. Ils se sont connus quand ils étaient enfants, mais on est très loin de la relation amicale, presque fraternelle dépeinte dans le Birthright de Mark Waid. Mais voilà, on s'est quand même inspiré de ça. On s'est inspiré également des quelques pages origines du Superman de John Byrne dans la série Man of Steel. Donc voilà, plusieurs références. Une origin story très classique dans le traitement, dans l'apport des personnages, notamment au niveau des méchants. Voilà, on amène des personnages civils qui vont petit à petit devenir des bad guys. C'est le cas de John Corben, c'est le cas de Rudy Jones, qui deviennent respectivement Metallo et le Parasite. Et à bien des égards, cette évolution tout en douceur me rappellerait presque le traitement des personnages dans la série animée de Bruce Timm, Superman, l'ange de Metropolis. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une origin story qui ne réinvente rien, qui est très classique. Et voilà, on est très loin du Earth One ou d'une relecture complète. On est sur quelque chose d'efficace, de classique. Et pour le coup, ça fait plaisir. D'autant plus que Geoff Jones, il se consacre beaucoup plus que ses prédécesseurs à la période Smallville. Voilà. Et moi, j'aime la période Smallville. J'aime voir le jeune Clark qui apprend à gérer ses pouvoirs dans les champs de maïs de la ferme de ses parents adoptifs. Donc ça, pour le coup, c'est très cool. Et puis également, l'accent est mis sur sa relation avec Lana Lang. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les anciennes itérations. Donc c'est assez sympathique. Pourquoi est-ce que je vous recommande fortement de lire ça avant les autres, Considérez le tome 6 comme étant un tome 0 en réalité. Eh bien, déjà d'une, puisque ce sont les origines comme j'expliquais, mais également parce que là-dedans, il va se passer un événement relativement important dans la vie du jeune Clark Kent, qui va être repris plus tard dans le tome 3 et qui va être développé. Voilà, donc c'est pour ça que c'est mieux de commencer par ça.
Le problème, c'est que le tome 6 n'est plus disponible. Il est en rupture de stock. J'imagine que c'est le tome qui s'est le mieux vendu de la série. Pourquoi? Eh bien, ça s'explique par une simple et bonne raison. C'est que ce tome 6 a été très bien vendu par la plupart de mes congénères, la plupart de mes confrères, aussi bien par écrit ou par vidéo. Il y a beaucoup de reviewers, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, qui ont très bien vendu le tome 6 sans forcément vendre la saga qui va avec. Et c'est vrai que c'est une très bonne origine et ça s'adresse parfaitement aux débutants. Donc quand tu es débutant sur l'univers de Superman, ça c'est parfait. Hein, et tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre, c'est vrai pour le coup. Et donc j'imagine que c'est pour cette raison eh bien, que le tome 6 est introuvable, parce qu'il s'est mieux vendu que les autres tout simplement. Ou alors peut-être que je me fourvoie complètement, et peut-être qu'il s'agit juste d'un sous-tirage, étant donné qu'on est sur le tome 6. C'est vrai que j'imagine qu'un tome 6 sera toujours moins tiré en nombre d'exemplaires qu'un tome 1, ce qui est tout à fait logique aussi. Bref, je ne m'explique pas vraiment finalement cette rupture. Quoi qu'il arrive, malheureusement c'est indisponible et ça n'a pas l'air d'être réédité par Urban. Donc si vous voulez vous le procurer, eh bien il va falloir vous lever de bonne heure et d'une, et de deux, eh bien regarder du côté du marché de l'occasion. Voilà. Moi, je tiens à remercier particulièrement Anto Webhead, le poteau, que vous connaissez hein, sur cette chaîne, puisque c'est lui qui m'a envoyé, qui m'a fait ce cadeau. Voilà, c'est un ouvrage qui vient directement de sa collection personnelle. Et en fait, il me l'a envoyé, voilà, tel un cadeau. Donc je le remercie vivement. Je lui fais des gros bisous. Et parce qu'il m'a permis de découvrir ce magnifique récit de Geoff Johns. Très très bon. Le tome 1, ça s'appelle Le Dernier Fils. C'est Adam Kubert au dessin. Et c'est juste sublime. Je vais vous montrer quelques planches sans trop vous en révéler. C'est sublime. On est vraiment sur un récit haut en couleur. Regardez-moi ça. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Et alors moi, il y a une double page qui m'a littéralement scotché. C'est celle-ci. Bam. Il faut lire le bouquin à la verticale. Nous avons Superman ici en équilibre sur la carcasse d'un monster truck, d'un camion littéralement encastré dans la façade d'un building. Et puis on peut assister, on peut contempler, hein, c'est presque joli, c'est presque poétique. En tout cas, c'est visuellement, c'est assez fort. On peut constater, contempler la destruction quasi complète de la ville de Metropolis suite à l'affrontement entre Superman et Zod. Voilà, je vous le donne en mille. Et Zod, puisque le scénario, eh bien, c'est ça. Nous avons un jeune enfant qui se crache en plein cœur de la ville de Metropolis à bord de sa navette spatiale. Et c'est Superman qui est le premier sur les lieux, forcément, les lieux de l'accident. Et bien malheureusement, ce jeune enfant qui semble tout droit tombé du ciel, hein, c'est le cas de le dire, il n'a pas la même chance que Kal-El, c'est-à-dire que lui, il ne s'est pas écrasé dans un champ de maïs en plein milieu du Kansas, au milieu de nulle part. Et bien lui, il est tombé directement en plein milieu de la civilisation. Et de ce fait, eh bien forcément, les services secrets américains, la CIA, la NSA, tout le bastringue, eh bien lui tombent dessus littéralement et décident de le placer en observation sous l'œil protecteur de Superman. Hein, voilà. Qui reste là à veiller à ce que aucun mal ne soit fait au jeune homme et surtout à ce que le gouvernement américain ne décide pas d'exploiter l'enfant. Voilà. Puisque forcément Superman il va il va s'attacher très très vite au jeune homme parce que ça lui rappelle sa propre histoire, ça le ramène directement à lui-même, hein, ce jeune enfant qui tombe directement des étoiles et qui parle un dialecte presque kryptonien, et puis également qui commence à manifester des super pouvoirs similaires aux siens. Forcément, Superman, ça va l'intéresser, et il va même décider de le prendre littéralement sous son aile, et sous son identité civile Clark Kent, en compagnie de alors je sais plus s'ils sont mariés, en compagnie de sa compagne Lois Lane, hein, ils vont carrément décider de l'adopter. Voilà. Alors oui, Lois Lane et Clark Kent sont déjà en couple. Voilà. Ils se rencontrent à la fin de l'origin story et ils sont déjà en couple dans le tome 1. Donc en fait, si vous lisez ça en premier, imaginez-vous qu'il y a eu une ellipse entre le tome 6 et le tome 1. Il y a eu une ellipse, voilà, plusieurs années, quelques années en tout cas. Et voilà, Lois Lane est directement dans la confidence, ça nous évite les éternels bullshit. Et elle sait tout de suite, elle sait directement que Clark est Superman, et voilà, donc au moins on va droit au but, et on se concentre directement sur le scénario. Alors forcément, l'arrivée de ce jeune homme sur Terre, ça va attiser bien des curiosités, et notamment celle d'un kryptonien que vous connaissez tous,
je vais essayer de vous trouver une page où on le voit bien en évidence. Voilà. Le général Zod, qui a échappé à la destruction de Krypton puisqu'il était enfermé dans la zone fantôme, en compagnie de Ursa, sa compagne, et de Non, son sbire. Voilà. Et donc les trois, le trio des Kryptoniens malfaisants, étaient enfermés dans la zone fantôme, ce qui leur a permis d'échapper à la destruction de Krypton. Et puis à la suite d'un événement, ils vont être propulsés hors de la zone fantôme, ils vont être délivrés, libérés. Voilà. Et oui, j'ai pas envie de la faire. Et du coup, ils vont arriver sur Terre parce que forcément, le gamin suscite un intérêt à leurs yeux. Je vous laisserai découvrir pourquoi. C'est pas aussi évident que ça pourrait le paraître. C'est un scénario qui vous ramène à bien des choses, qui vous rappelle bien des choses, j'imagine. Eh bien oui, ceci n'est pas anodin. Alors vous avez remarqué peut-être qu'on réutilise des éléments de Superman 2, là, et Superman 1 d'ailleurs, on pourrait le dire, les anneaux, les espèces de cerceaux métalliques qui font office de barreaux de prison, de barreaux de cellules et qui retiennent prisonnier le trio maléfique. On fait référence à plein d'éléments du film de 78 et de sa suite en 79, Richard Donner et Richard Lester, Superman 1 et Superman 2. Ce n'est pas pour rien, c'est pour la simple et bonne raison que nous avons ici, en plus de Geoff Jones au scénario, l'illustre Richard Donner, voilà, réalisateur de Superman 1 et de la moitié de Superman 2. Et donc on s'imagine que Richard Donner, ça a été une manière pour lui, le fait de passer comme ça par papier, par comics, ça a été le moyen pour lui peut-être de prendre sa revanche sur ce qu'il n'a pas pu faire sur son Superman 2, puisque vous savez qu'il a été écarté du projet, avant même que le film soit terminé de tourner. Et du coup, il a été écarté littéralement du projet par la production, et il est revenu sur son Superman 2 en 2006 lorsqu'il a travaillé sur le Richard Donner's Cut. Mais bon, moi je pense que forcément, quand tu reviens 30 ans après comme ça sur un film par le biais du montage, tu peux pas faire ce que tu avais prévu de faire à la base avec les acteurs en direct, etc. à l'époque, avec les moyens de l'époque et tout. Et donc forcément, tu es carrément bridé, quoi. Donc son Superman 2, son Richard Donner Cut, oui, il a quand même ce parfum de choses qui n'est pas terminé. Et je pense que justement, le fait de passer comme ça au scénario sur quelques épisodes de Superman, ça lui a permis peut-être d'exorciser ses démons passés et puis de faire ce qu'il aurait eu envie de faire directement dans son film. Donc c'est très très bon. Une fois de plus, c'est une histoire qui ne révolutionne rien. C'est Superman qui se bat contre les Kryptoniens en plein cœur de Métropolis. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais une fois de plus, ça fait le café, c'est efficace, c'est du beau combat. Il y a de très belles choses. Regardez cet effet fish eye sur Perry White là. Je trouve ça sublime. Visuellement, c'est magnifique. Et de par ce fait, ça reste une excellente lecture que je conseille à tous. Je suis beaucoup moins dithyrambique sur le tome 2, La Grande Évasion du Bizarro Monde. Alors déjà, on change de dessinateur et je trouve ça un peu moins bon. C'est Eric Powell, que je ne connaissais pas forcément. Voilà. Et ici, donc toujours scénarisé par Geoff Jones, mais ça je ne vais pas le répéter à chaque fois, et par Richard Donner également pour ce qui concerne le Bizarro Monde. Ici, on est clairement sur une référence à la science-fiction un peu loufoque des années 60, les récits un peu comment dire, un peu débridés, un peu loufoques comme ça qu'on avait dans les années 60, les récits de science-fiction. Et on est clairement sur une référence à ça. Superman et son père Jonathan Kent sont retenus prisonniers entre guillemets sur le Bizarro Monde, qui est une espèce de planète Terre inversée. Vous connaissez bien évidemment le personnage de Bizarro qui est un Superman raté, et donc inversé. Et du coup, cette planète Bizarro, elle est peuplée de terriens que l'on connaît, mais inversés. Voilà, des versions Bizarro de Lois Lane, la version Bizarro de Jimmy Olsen, etc., etc. Voilà, donc bien évidemment avec tout le côté loufoque que ça entraîne. C'est très second degré, c'est humoristique, c'est pas spécialement une grande lecture, en tout cas à mon sens. Je me suis pas, voilà, ça c'est le Bizarro Monde qui est carré forcément, vu que c'est l'inverse de la Terre qui elle est ronde. Ouais, c'est pas. Moi personnellement, c'est pas ma came, tu vois, les vieux trucs comme ça qui font référence aux années 60 et à l'âge d'argent, c'est pas forcément ma came. Et de ce fait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette lecture, dans ce récit. Je pense avoir fait le tour pour ce qui concerne le Bizarro Monde. Il y a quelque chose que je voulais vous dire et que j'ai oublié. Alors je vais essayer de réfléchir jusqu'à ce que ça me revienne. Ça y est, je me rappelle.
une des raisons pour lesquelles j'ai pas réussi à rentrer totalement dans la lecture de ce bouquin, enfin de cet épisode, c'est que je trouve que Geoff Johns a beaucoup de mal à traiter le personnage de Bizarro. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bien parce que Bizarro, c'est un personnage que je trouve magnifiquement traité par un certain Jeff Loeb. C'est-à-dire que quand Jeff Loeb fait du Bizarro, il le fait à merveille. Il n'hésite pas à aller dans l'extrême avec l'utilisation de l'inversion, parce que Bizarro, en fait, vous le savez, c'est un personnage qui fonctionne dans l'inversion. Donc par exemple, au lieu de te dire je vais te déglinguer le crâne jusqu'à ce que tu crèves, enfoiré de merde, bah lui il va te dire ma petite caille, je t'aime beaucoup et je vais te faire plein de bisous partout. Voilà. Parce qu'il est dans la version permanente. Bon, l'exemple n'était peut-être pas forcément des mieux réussis. Voilà, vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Et de ce fait, eh bien, Jeff Loeb, quand il fait du Bizarro, il le fait à fond les ballons. Il va dans la version permanente. Et du coup, c'est très très rigolo à lire parce que à chaque fois, il faut penser l'inverse de ce que dit Bizarro dans sa bulle. Alors que là, Geoff Johns, par moment, il va le faire et par moment, il va le faire parler normalement. De ce fait, eh bien, je trouve que c'est un peu maladroit. Tu sais pas à quel moment Bizarro va être affirmatif, à quel moment il va être négatif. Bref, c'est assez bizarre. Et je trouve que Geoff Johns ne s'en sort pas très bien dans son traitement de Bizarro. Voilà. Alors après, on a un épisode, parce que là, je suis en train de ranger le bouquin et tout, mais j'ai pas fini mon boulot, faut que j'aille à fond. Après, on a un épisode qui n'a rien à voir avec le run de Geoff Johns, qui est une réédition d'un épisode de John Byrne sur son Man of Steel. Et pourquoi est-ce que Urban a décidé de nous republier cet épisode de Man of Steel? Eh bien, c'est pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un épisode entièrement dédié au personnage de Bizarro. Et vu que c'est un recueil un petit peu hommage à Bizarro, on y va plein pot. Voilà, c'est aussi pour faire un peu de remplissage. Jusqu'au 3e arc que vous allez lire dans ce volume. Le 3e arc qui concerne le futur et la légion des super-héros. Et un arc qui va faire office d'introduction au tome 3. Tome 3, que voilà. Et je vais attendre quelques secondes avant de reprendre la vidéo. Le tome 3, retour au 31e siècle. Alors pourquoi retour? Ça me ramène à ce que je vous disais en début de vidéo concernant la lecture du tome 6 avant les autres. Et c'est là où tout prend son sens. Un bel après-midi d'été, en rentrant des cours, le jeune Clark Kent tombe nez à nez avec 3 jeunes super-héros qui semblent avoir le même âge que lui à peu près, et qui viennent tout droit du futur. Il lui explique venir du 31e siècle. Et ces 3 super-héros, alors c'est un concept qui paraît bizarre aux yeux de Clark Kent, puisque lui, n'ayant pas encore été Superman, le monde ne connaît pas les super-héros. C'est un concept qui n'existe pas encore, donc forcément ça fait bizarre. Et donc ces 3 jeunes super-héros venus du futur expliquent à Clark Kent qu'il va devenir Superman, qu'il va les inspirer, voilà, qu'il va devenir le plus grand héros que la Terre n'ait jamais porté, et que c'est lui-même qui va les inspirer dans le futur. Et il décide de l'emmener avec lui le temps d'un après-midi, pas plus, dans le futur pour lui montrer de quoi il retourne et comment ça se passe au 31e siècle. Ce que Clark Kent, le jeune Clark Kent, accepte expressément. Et donc il va se payer comme ça un petit voyage au 31e siècle le temps d'un après-midi. Et ça, vous allez le lire dans le tome 6, pendant les origines de Superman. Et un jour, ces 3 jeunes gens qui l'avaient contacté, qui lui avaient fait visiter le 31e siècle quand il était enfant, décide de le rappeler. Seulement, Superman, Clark Kent a grandi, il est devenu Superman, il est devenu le héros qu'on connaît, et ces 3 jeunes gens ont également grandi dans le futur du 31e siècle. Et il l'appelle à l'aide. Superman retourne au 31e siècle afin de venir en aide à ces 3 jeunes super-héros. D'où le titre. Tout prend son sens. C'est pour ça que, pour moi, je pense qu'il vaut mieux lire le tome 3 après avoir lu le tome 6. Voilà, tout simplement. En très gros, on reprend un événement qui ne dure pas très longtemps dans le tome 6 d'ailleurs. Pendant l'origine story de Superman, c'est quelque chose qui est assez rapide. On le reprend et on le développe. Voilà, littéralement, on en fait carrément une histoire, un arc complet et assez long. Donc voilà, pour cette raison. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Qu'est-ce qui nécessite l'aide du Superman du XXe siècle? Alors, cours de géopolitique. Le monde au XXIe siècle est habité en partie par des terriens et également par des extraterrestres. Voilà, puisque bien évidemment, les gens savent que la vie existe dans l'univers. Et on a eu une organisation des planètes unies qui s'est mise en place, un peu comme l'ONU, sauf que là c'est avec des planètes carrément. Donc en très gros, la Terre est affiliée à d'autres planètes et forme une espèce d'alliance qu'on appelle l'organisation des planètes unies.
avec des gens qui voyagent de planète en planète, certains s'installent sur la planète Terre alors qu'ils sont issus d'autres planètes, etc. Bref, c'est de l'immigration, au sens propre, hein, pour le coup. Et voilà, on est dans ce contexte-là au 31e siècle. Bien évidemment, la technologie a évolué. Les super-héros que nous connaissons du 20e siècle, Wonder Woman, Superman, etc., n'existent plus, forcément, on est 10 siècles après. Hein. Et Superman, eh bien, a laissé son empreinte dans l'histoire, puisque c'est lui qui va inspirer la génération des super-héros du 31e siècle. Il y a des statues à la gloire de Superman, à son effigie, voilà. Et Superman, donc, inspire ce qu'on appelle la Légion des super-héros. La Légion des super-héros du 31e siècle, c'est un groupement de super-héros, hein, des gens qui ont des super-pouvoirs, qu'ils soient terriens, qu'ils soient extraterrestres ou quoi, qui ont donc fondé ce groupe dans le but de faire le bien et de marcher dans les pas, dans les traces de Superman. En contrepartie, il y a un certain terrien que vous voyez sur la couverture ici, lui là, qui décide de fonder son propre groupe de méta-humains et qu'il va appeler la Ligue de Justice, donc la Ligue de Justice de Terriens, qui n'a rien à voir avec la Ligue de Justice qu'on connaît bien évidemment. Et le leitmotiv de la Ligue de Justice de Terriens, eh bien, c'est de chasser tous les extraterrestres de la planète, pire encore, de les éradiquer, de les exterminer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Terrien, c'est un xénophobe, c'est un raciste, c'est un terrien extrémiste qui ne supporte pas que sa planète Terre natale soit partagée avec des extraterrestres. Voilà. Donc, évidemment, des références à peine cachées au Troisième Reich, à l'Allemagne nazie. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit brassard là, sur son bras, forcément un brassard, quoi, qui rappellerait presque le brassard des SS. Enfin voilà, donc du coup, c'est à peine caché, c'est voulu comme ça. Pourquoi pas ? Je trouve ça un peu gros, mais bon. Pourquoi pas ? Et donc, eh bien, forcément, la Légion des super-héros, qui elle est composée en grande partie d'extraterrestres, s'oppose évidemment au diktat de la Ligue de Justice de Terrien, et donc forcément il va y avoir affrontement. Bref, vous l'aurez compris, on est vraiment sur un récit très 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 axé sur la science-fiction, puisqu'on est au 31e siècle. Donc on ne peut pas faire plus science-fiction. Et de ce fait, eh bien, je dois vous avouer que j'ai été beaucoup dérouté dès les premières pages de ce récit. Moi qui ai horreur de la science-fiction, là j'étais en plein dedans. On me présente une multitude de personnages, peut-être une cinquantaine de personnages que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, voilà, qui évoluent dans le futur. Et je dois vous avouer que eh bien, je n'avais aucun repère, j'étais complètement déboussolé et je me retrouvais à tourner les pages sans rentrer plus que ça dans le récit, voilà, sans prendre part littéralement à ce qui se passait là-dedans. Grosse référence, une fois de plus, à la science-fiction telle qu'elle était fantasmée dans les années 60, durant la période dite de l'âge d'argent. Voilà, je pense notamment, il y a des personnages, hein, pour le coup c'est une référence flagrante à cette époque, je pense notamment à une super vilaine qui a la faculté de pousser des yeux, enfin de se faire pousser des yeux absolument partout sur le corps. C'est typiquement le truc que tu voyais dans les années 60, un peu loufoque. Donc, la science-fiction, les années 60, tout ça faisait beaucoup pour moi. Et j'avais l'impression que petit à petit, j'étais non pas en train de lire du Geoff Johns présente Superman, mais du Grant Morrison présente Superman. Mais je me suis approché, et j'ai bien fait. Parce que Geoff Johns est un magicien qui a réussi à m'embarquer littéralement dans son histoire, et j'ai littéralement changé d'avis en fait. Voilà. J'ai trouvé ça génial. Pourquoi j'ai trouvé ça génial ? Parce qu'en fait, plus tu avances dans l'histoire et plus tu te rends compte qu'il s'agit bel et bien d'une aventure centrée sur le personnage de Superman. Ça a beau se passer dans un contexte qui t'est parfaitement inconnu, avec des super-héros que tu ne connais pas, dans le futur, tu arrives parfaitement à saisir le fil scénaristique principal, à déceler les enjeux, et de ce fait à plonger pleinement dans l'histoire. Et pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est que le soleil, au 31e siècle, il est rouge. Donc Superman n'a plus aucun pouvoir. Ah là, normalement, je vous ai un petit peu hypé si vous n'avez pas lu ce truc. Vous allez dire, Rose, tu viens de spoiler comme un enculé. C'est pas du spoil en fait, c'est le principe du scénario. C'est que Superman va arriver au 31e siècle pour aider la Légion des super-héros à se débarrasser de Terrien et de sa Ligue de Justice. Et le problème, c'est que, eh bien, il a plus de pouvoir. Comment ça va se passer ? Et du coup, j'ai été clairement embarqué dans le délire et je me suis retrouvé à adorer
cette histoire. Geoff Johns est un magicien qui a réussi à me faire aimer un récit référence à l'âge d'argent. C'est vous dire. Donc, ça a peut-être été ma plus grande claque, ma plus grande surprise sur cette saga. Voilà, le tome 3. Retour au 31e siècle, que je vous conseille sans attendre, c'est génial. C'est Gary Franco dessin, donc c'est... Rien que là, c'est vendu normalement. Et puis après, on arrive sur le tome 4, et sur ce que je considère comme étant un problème dans l'écriture de Geoff Johns, la surenchère. Pour moi, Geoff Johns, c'est quelqu'un qui a des idées absolument brillantes. Il va réussir comme ça à te faire converger plein de personnages issus de plein de dimensions, machin et tout, dans un seul event, à faire quelque chose de grandiose. Et puis, après, il va laisser reposer tout ça. Et puis, il va décider de faire une espèce de suite officieuse à son gros event avec quelque chose encore plus énorme. Et pour moi, on est dans la surenchère et ça ne marche pas. En tout cas, une fois de plus, c'est subjectif, je le répète. Je prends l'exemple de Blackest Night qui arrive dans l'ordre chronologique après la Sinestro War, hein, quand on parle du run de Geoff Johns sur Green Lantern. Bah pour moi, Blackest Night, alors je suis pas en train de dire que j'aime pas Blackest Night, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais ça tient pas à la comparaison avec Sinestro War. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une ressucée en fait de ce qu'avait déjà fait Jones sur Sinestro War. On a un petit peu le même type d'enjeu, le même type de structure, et de ce fait, t'as l'impression que c'est une repompe, mais en beaucoup plus grand. Voilà, avec encore plus de personnages, avec encore plus de trucs. Et tu vois, et là, pour moi, ça tape dans la surenchère, pas tout le temps justifié, on va dire. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais j'ai vraiment eu l'impression de ça avec le tome 4, qui est la suite officielle du tome 3. Donc, Superman qui revient encore dans le futur du 31e siècle, puisque la Légion des super-héros, là une fois de plus, appelée en renfort. Cette fois-ci, la menace n'est autre que Superboy Prime, l'un des personnages les plus puissants de la mythologie d'ici, hein, que vous avez déjà vu d'ailleurs dans le Geoff Johns présente Green Lantern, j'imagine. Voilà, Superboy Prime. Qui a décidé de tout détruire. Hein, et c'est là où j'ai un problème avec cette lecture, c'est que pour moi j'ai l'impression que c'est une repompe de ça, le même type d'enjeu, le même type de façon de faire, et au final, avec encore plus de personnages, avec encore plus de choses, mais pour moi c'était pas nécessaire. Mais vraiment, voilà. Pour moi, hop, la Légion des Trois Mondes, c'était pas du tout nécessaire. Et c'est peut-être la lecture qui m'a le moins passionné dans toute la saga de Geoff Johns. Alors c'est Georges Pérez au dessin, voilà, Georges Pérez dans toute sa splendeur, un mec qui s'éclate à te faire des personnages, mais par une foule comme ça de personnages sur ses planches. Ça c'est typiquement du Georges Pérez, tu vois. Donc ça pour le coup c'est un point fort, mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, ça fait repompe et je trouve que c'est pas nécessaire. Après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit conseil de ma part, lisez le run de Geoff Johns sur Green Lantern afin de mieux vous immerger dans l'histoire, parce que là-dedans il y a quand même pas mal de références à son Green Lantern, notamment sur deux personnages même que je vous laisserai découvrir. Mais voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner sur toute la saga là, puisque là j'arrive au tome 5, j'ai bientôt terminé, et heureusement parce que ça commence à faire long, c'est de lire le tome 6 en premier. Vous lisez ça comme si c'était le tome 0, après 1, 2, 3 vous faites une pause, parce que si vous lisez le tome 4 dans la foulée du 3, là il va y avoir ce sentiment d'overdose en fait. Donc vous faites une pause, overdose, pause quelque part, tu vois, quelque part on est sur la bonne chaîne. Vous lisez le Geoff Johns Green Lantern, notamment le passage, notamment la Sinestro War, voilà. Et après vous pouvez revenir sur le tome 4, et comme ça vous aurez les bonnes références, et la lecture sera peut-être beaucoup plus plaisante, j'imagine, pour vous. On arrive sur le tome 5. J'ai pas grand chose à dire sur le tome 5. Moi, cette histoire, je la connaissais, puisqu'en fait, en très gros, il s'agit de la version papier de Superman Unbound, un très bon animé qui date de 2013 et que j'avais déjà fait en review sur la chaîne dans la catégorie Rotoscope. Hein. Voilà. Donc, on est clairement sur cette histoire. Cette nouvelle version de Brainiac qui, lorsqu'il arrive sur une nouvelle planète, capture et miniaturise la ville principale de la planète.
Voilà, il la met sous verre, il la miniaturise et il l'emmène comme un objet de collection en fait dans son vaisseau. Et puis le reste de la planète, il en a plus besoin, donc il le détruit littéralement. Voilà. Et de ce fait, connaissant cette histoire, j'ai pas été surpris plus que ça. Voilà. J'imagine que si j'avais pas vu l'animé, j'aurais adoré cette lecture. Mais le fait, c'est que voilà, l'effet de surprise n'était plus là pour le coup. Puisque j'avais déjà vu Superman Unbound, Superman contre Brainiac, pour le coup en VF. Voilà. On reconnaît parfaitement d'ailleurs le vaisseau de Brainiac. Une fois de plus, le Clark Kent, Christopher Reeve de Gary Frank. Là, on peut pas nier l'évidence. Donc une histoire très très bonne. Ça va un petit peu plus loin que l'animé sur certains points que je ne peux malheureusement pas vous révéler ici, puisque là on est dans le spoil ouvert. Il se passe quelque chose d'assez poignant et d'assez dramatique à la fin à la fin de l'épisode, à la fin de l'arc, que vous n'avez pas dans l'animé. Mais pour le coup, il y a des choses qu'il y a dans l'animé que vous n'avez pas dans le récit de Geoff Jones. Notamment tout le passage où Superman est emprisonné à Argo City, donc sous verre, et qu'il rencontre son tonton et sa tata, Zor-El et Allura Inze, les parents de Kara Zor-El, la Supergirl. Voilà, donc tout ce passage-là, ça n'existe pas là-dedans, c'est uniquement dans l'animé. Donc en fait, je trouve que l'animé va plus loin sur certains points, mais va moins loin sur d'autres. Donc c'est assez compliqué, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont choisi d'occulter des trucs pour en rajouter d'autres, c'est un peu bizarre. Je pense qu'ici, c'est dommage, d'autant plus que là-dedans, il y a vraiment un élément très important, une fois de plus, que je ne peux pas vous dire, qui aurait été très sympa à traiter dans la version du dessin animé. Bref. Quoi qu'il arrive, ça reste une excellente lecture. Malheureusement, ça n'a pas eu plus d'effet que ça sur moi, puisque comme je vous expliquais, je connaissais déjà la chanson. Si vous n'avez pas vu l'animé, alors lisez ça en premier, regardez l'animé après, j'imagine. Voilà. Bah écoutez, putain, c'était long. J'en peux plus. Bref, conclusion. Une excellente saga, une fois de plus, la collection DC Signature chez Urban, c'est génial. On a vraiment un très très gros travail au niveau de l'éditorial, une excellente sélection une fois de plus de la part d'Urban. Je ne travaille pas pour Urban Comics, c'est pas parce que je leur jette des fleurs qu'il y a un intérêt commercial derrière, il n'y en a absolument aucun. Je suis freelance, messieurs, voilà, je suis indépendant. Mais je ne saurais que saluer le travail, une fois de plus, d'Urban Comics pour avoir réédité ces histoires. Ils ont fait un gros boulot de recherche, voilà, de compilation. J'ai noté, il y a quand même pas mal de séries qui sont compilées là-dedans. Il y a du Action Comics, épisode 844 à 870. On a du Final Crisis Legion of Free Worlds, donc là ça concerne le tome 4, épisode 1 à 5. Et on a du Superman and the Legion of Super Heroes, donc ça c'est pour le tome 3, épisode 856 à 863. Bref, un gros travail d'édition. En plus, on peut découvrir du John Byrne si on n'a pas encore lu le Man of Steel, donc ça fait toujours plaisir. Bref, une fois de plus, une collection géniale. Moi, vraiment, je vous invite, si ce n'est pas fait, à découvrir le monde de DC Comics avec la collection DC Signature. Voilà, le nom de l'artiste présente. Tout ce que j'ai lu dans cette collection, c'est du béton. Ed Brubaker présente Catwoman, c'était génial. Geoff Jones sur Flash, sur Green Lantern, sur Superman. Le mec confirme que actuellement à DC, c'est le boss, c'est le meilleur. Il rend accessible des univers qui sont très complexes. Il arrive à les rendre accessibles aux plus novices d'entre nous. C'est incroyable ce qu'il fait. Sans tomber dans le piège de faire des récits simples. C'est ça le pire en fait, c'est qu'il fait des choses assez compliquées mais intelligibles. Et à partir de là, tu te dis que le mec c'est un master. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Greg Rucka présente Wonder Woman, c'était aux petits oignons. Bref, je vous invite vraiment à découvrir l'univers d'ici avec la collection présente, là, la collection signature, parce que c'était génial. Et quand vous aimez Superman, putain, alors là, foncez tête baissée, c'est un des meilleurs trucs qui se fait sur Superman en VF en tout cas. Ciao les petits zingues et je vous dis à la prochaine.